l'oreille dans le coin. L'oreille dans le coin. Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, nous sommes à Senlis, précisément au 35 rue Georges Clémenceau, au domicile d'un senlisien très connu, qui est à la fois artiste peintre, paysagiste et portraitiste. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur Guillaume Lebaube. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Bienvenue sur RVM. Je propose qu'on fasse un petit peu connaissance ensemble. Oui, avec plaisir. Alors déjà, dans un premier temps, parler un petit peu de votre famille, puisque votre passion pour l'art n'est pas venue par hasard, puisque votre oncle Claude était lui-même peintre. Du côté de ma mère, je fais partie d'une lignée d'artistes, un peu comme autrefois il y a des lignées d'artisans. Alors là, j'ai effectivement des ancêtres peintres, ça remonte jusqu'à au moins 4-5 générations, parce que j'ai un trisaïeul qui était peintre aussi, puis après il y a des artisans aussi, voilà. Donc c'est ce côté manuel, ou qui dissocie parfois pas l'artisanat de l'art, bien que l'art, c'est peut-être une démarche plus poétique, dans la démarche artisanale et moins répétitive, qui est effectivement inventive aussi. Si on reprend un peu la biographie, 79, vous avez fait vos études aux Beaux-Arts. Oui, c'est vrai, vous êtes bien renseigné. Donc en sortant du service militaire, il y a un examen, c'est pour entrer aux Beaux-Arts. L'armée française a eu la gentillesse de me mettre de côté l'entrée pour que je puisse le faire après. En 1979, dans cette école, qui avait des bons et des mauvais côtés à l'époque. Il y avait une partie qui était, pour moi, un peu en décadence, et puis il y avait encore des vieux de la vieille, des anciens, qui maintenaient une certaine tradition dans laquelle j'ai puisé, voilà. 5 ans après, vous avez commencé à créer vos premiers bijoux, que vous continuez d'ailleurs à créer aujourd'hui en 2015, vos premiers modèles de bijoux. Oui, c'est exact. Sortant de cette école, puis toujours un peu en même temps, tout en faisant des études, il faut gagner sa vie. Alors, j'ai un de mes meilleurs amis de l'époque qui m'avait présenté sa grand-mère, qui était dessinateur de bijoux, dessinatrice, et qui m'a gentiment proposé de m'apprendre ce métier, donc d'un apprentissage aussi qui est un peu long, qui m'a apporté à la fois une source de revenus et puis aussi un intérêt, puisque il y a un véritable intérêt parfois donc à travailler pour certains bijoutiers, des fabricants, et à concevoir parfois des modèles, soit de mon propre chef, soit adaptés d'après des pierres existantes pour des clientèles qu'avaient ces fabriques, qui demandaient de les monter soit en bague, soit en broche, collier, etc. On parlait du concret maintenant, même si c'était déjà concret auparavant, mais de vos peintures, de vos croquis. Alors vous avez un adage, c'est la nature, vous aimez vraiment retranscrire le réel, vous aimez vraiment reproduire ces instants de vie un peu particuliers. Alors oui, ça c'est exact. J'ai un petit côté un peu, on va dire, même en restant humble par rapport à ça, impressionniste. C'est-à-dire que j'essaye, tout du moins dans les paysages, dans les portraits aussi. Alors il y a les natures mortes aussi, c'est un peu autre chose, mais voilà, j'essaye de saisir un instant de vie, donc qui se fait souvent à travers la description d'une lumière. Alors il y a une vieille technique pour ça, c'est qu'en fait de percevoir derrière la couleur que les peintres ou les sculpteurs appellent les valeurs, c'est-à-dire ce sont les nuances de gris qu'il y a derrière chaque couleur et qui permet quand on les représente très finement, finalement un peu à la manière d'un musicien qui va trouver la note juste. Bon, là, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe, c'est-à-dire que on a la sensation de déceler un moment vécu, c'est-à-dire en fait on réalise ainsi la lumière. Alors c'est une chose que on peut parfois difficilement faire par photographie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être au contact de la nature et pour essayer de saisir cet instant de vie, cet éclairage propice d'un moment donné. Il ne faut pas rester très longtemps sur le motif, mais il faut mieux revenir à plusieurs reprises, surtout avec le même type d'éclairage, le même type de temps, le même type de lumière. Senlis, votre ville actuelle, elle est mise à l'honneur de façon magnifique, on va dire, parce que vous la peignez avec ses monuments, que ce soit les cathédrales, l'église, mais aussi ses rues, ses impasses, les côtés de Senlis qu'on voit pas forcément tout le temps. Oui, je vous remercie de voir votre approche, mais c'est vrai que personnellement je suis amoureux de l'art ancien, donc passionné aussi, et je trouve que Senlis est une ville magnifique, avec cette cathédrale sublime devant laquelle on ne se lâche jamais de passer, et puis toutes ces rues aussi anciennes, et j'essaye effectivement de
la représenter telle que je la vois, bien sûr, mais aussi un petit peu telle qu'elle est, oui. On parle de Senlis, mais l'Oise, dans sa splendeur, est aussi mis en avant, parce que tous les villages autour, vous avez déjà plus ou moins peint, Chantilly par exemple. Voilà, alors c'est vrai que je pars souvent avec mon chevalet au beau jour, hein, parfois ça m'est arrivé aussi de peindre quand il fait froid. Le plus gênant, c'est peut-être la pluie, hein, effectivement. Pour peindre les environs, donc les petits villages du Valois ou du Senlisy, parce que c'est une région aussi qui est autour de Senlis, qu'on appelle le Senlisy, jusqu'à Chantilly. Enfin, voilà, j'essaye de trouver des lieux qui correspondent à certains moments, à certaines lumières, la beauté de ces paysages, et puis essayer de les transcrire. Puis alors, j'ai eu, depuis le temps que je travaille ici, c'est-à-dire que ça fait au moins plus de 30 ans, la démarche d'imprimer après, d'après ces peintures, des cartes postales ou des cartes de vœux, donc on trouve dans certains commerces. Donc chaque petit village, en fait, autour de Senlis a sa carte, projet que j'avais fait, qui est toujours en cours, qui aussi me donnait une certaine motivation autre que celle du simple plaisir de peindre. Il n'y a pas seulement l'Oise. Quand on se balade un peu sur votre site, on voit que Paris, des régions comme la Bretagne ou bien la Corse sont représentées. Voilà, exactement. Avec ma femme, nous avons eu 3 enfants. Enfin, heureusement, ils sont toujours là d'ailleurs, mais grands maintenant. Et alors même pendant nos itinéraires de vacances, nous partions la voiture chargée à bloc. C'était ce qu'on pouvait comme matériel de peinture. Et avec une tente, on parcourait l'Europe et on peignait souvent. Donc on a avec ce système-là peint un peu toute l'Europe. Puis après, les enfants étant grands, on parcourait la France ou l'Italie pour aller peindre sur le motif d'un paysage. Ça, c'est une passion que l'on a. C'est un rêve, c'est une chose que j'aimerais faire à temps plein, quoi. C'est-à-dire avoir même une petite camionnette atelier et de pouvoir sillonner la France et l'Europe et particulièrement l'Italie pour peindre ces paysages, ces lumières. On l'a fait dans la mesure du possible au maximum et j'espère qu'il y a encore de belles années devant nous pour pouvoir continuer ce projet et puis le consolider. Vous avez plusieurs cordes à votre arc et vous avez illustré aussi il y a quelques années plusieurs contes. On peut citer les 3 petits cochons, le chaboté russe aussi également. Peut-être que la clé de la musique c'est le solfège, mais la clé de la peinture ou de la sculpture c'est le dessin. Donc, alors on dessine jamais aussi bien que certains de nos anciens qui étaient. Aujourd'hui on est pris par certaines contraintes administratives et autres et qui font qu'on peut pas toujours dessiner autant qu'on le voudrait et s'entraîner en permanence. Bien que j'essaie de dessiner tous les jours, mais à partir de là, quand à un certain stade, on a abordé beaucoup de genres différents. Et donc, tu es amené effectivement à faire des contes. Alors, ces contes-là, ils existent, ils sont faits. Malheureusement, j'ai pas eu de chance sur le plan de l'édition pour ces contes dont vous parlez. Il y en a plusieurs. Il y a le Chaboté, il y a... j'ai commencé Fables de La Fontaine aussi. Alors, ces projets-là sont dans les cartons. La Belle au bois dormant, voilà aussi. Parce que l'éditeur qui m'avait commandé ça, a été en difficulté, puis donc là, finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, je garde ça sous le coude. Peut-être, je vais retravailler ces choses-là, peut-être faire des textes moi-même, et puis peut-être un jour, on ne sait jamais, ce sera peut-être édité. Mais il y a le conte russe, qui est un conte qui est basé sur des contes ukrainiens, je crois, mais qui a été revisité par un écrivain français. Donc, on m'a demandé pas mal de travail, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça aussi. Chose peu commune, on voit aussi sur votre site que vous faites des affiches, des plans, des cartes illustrées et aussi des illustrations militaires. Ah oui, c'est exact. En ce qui concerne la région de Senlis et de l'Oise, j'ai du Valois aussi. J'ai fait une carte des affiches des forêts, donc du massif des 3 forêts, illustrées. Donc on voit une partie de la faune, les petits villages, etc., qui sont illustrés. Dans une petite diffusion restreinte, tout ça se trouve dans des commerces de Senlis, comme le Verbe et l'Objet ou l'Office de tourisme. Et puis j'ai fait un grand plan de Paris illustré aussi, avec tous les parcs, les jardins, la faune, les animaux qui vivent à Paris. J'ai illustré aussi pour une revue qui s'appelle Champ de bataille, je crois. Ça m'intéresse, j'aime bien, je m'intéresse à l'uniformologie, à ce qui est les uniformes militaires, les marines aussi, les marines anciennes, etc. Côté un peu garçon là qui ressort, vous savez, j'ai beaucoup joué aux petits soldats quand j'étais petit, et puis là, ça serait un âge un peu plus avancé. Quand on devient adolescent, on approfondit les uniformes et les matériels. Alors ça m'a un peu lâché là, mais bon, ça peut ressurgir dès qu'il y a une opportunité d'illustration, effectivement. Et puis j'ai toute une documentation assez riche là-dessus. Oui. On n'a pas parlé de votre technique, mais on peut en parler rapidement. Si vous voulez, les classiques, on va dire, vous utilisez l'aquarelle, la gouache, mais d'autres choses aussi.
Oui, voilà, donc aquarelle, gouache, peinture à l'huile, beaucoup, surtout. J'ai eu une période où je faisais beaucoup d'aquarelle. Et là, je fais beaucoup de peinture à l'huile, mais aussi acrylique. En ce moment, nous sommes en train de restaurer le maître-autel de l'église Saint-Antoine de Compiègne. Oui, Et ça se fait à l'acrylique, voilà, et pastel, voilà, toutes les techniques m'intéressent, oui, sur ce plan-là. Et l'huile est une technique qui est extrêmement riche. Enfin, le problème, c'est que l'huile vieillisse bien, voilà, c'est ça, parce que c'est un matériau, notamment l'huile de lin, qui a tendance à ne jamais vraiment sécher, à noircir, à brunir plutôt. Et souvent, on l'associe avec un autre élément plus stable pour la fixer dans le temps. Alors voilà, il faut à la fois s'arranger avec ça et puis avoir une matière qui demeure fluide, parce que l'huile est très agréable pour faire des modelés, des volumes, par exemple. Vous en parlez il y a quelques secondes. Effectivement, depuis quelques mois, vous avez la lourde tâche de restaurer la partie du maître-autel, donc d'une église très jolie à Compiègne, l'église Saint-Antoine. Oui, c'est ça. C'est dans le centre-ville. Hein, c'est une des plus anciennes églises de Compiègne. Il y a Saint-Jacques, il y a Saint-Antoine. C'est une église gothique qui est du XIIIe siècle. Alors, elle a été ravagée sous la Révolution, mais parce qu'elle a été transformée en grange, un foin. Et puis, sous Napoléon III, on l'a restaurée. Puis, il y a des éléments qui sont anciens encore à l'intérieur, hein, qui sont du Moyen Âge. Mais le maître-autel est Napoléon III. Alors, il a été effectivement, il a été ruiné par le salpêtre. Il avait quand même 160 ans. Il y avait beaucoup de dégradation. Et donc, grâce à une association qui s'occupe de restaurer ces deux églises, Saint-Jacques et Saint-Antoine, nous avons donné une nouvelle jeunesse à cet hôtel. Et maintenant, il va falloir échafauder pour faire la flèche, parce que c'est un hôtel qui monte, je pense, la flèche doit monter à facilement 7 mètres de haut, terminer là, à la fin en le dorant à la feuille. Voilà. On lui donnait une splendeur qu'il avait perdue et qui, j'espère, va être retrouvé totalement maintenant. Mais je crois que les paroissiens de cette église de Saint-Antoine, j'ai entendu dire qu'ils étaient très contents. On voit la différence est flagrante parce qu'effectivement des couleurs, c'était beaucoup terni avec le temps. Et puis par ailleurs, il y a des parties de peinture qui étaient totalement manquantes parce que le salpêtre avait ruiné tout le bas de l'hôtel. Dernière question, à côté de votre métier d'artiste, vous êtes aussi pédagogue, donc vous donnez des cours à l'école de kiné de Paris, où là vous apprenez aux étudiants les clés du dessin, la morphologie. Voilà, c'est ça. Alors ça peut paraître un peu incongru, étrange que dans une école de kinésithérapie, on enseigne le dessin. En fait, je leur donne juste des clés du dessin. En fait, le but, c'est une partie dans ce cours de morphologie, c'est d'apprendre à observer le corps. Nous servons du dessin pour apprendre à mémoriser et mieux observer le corps. Donc voilà, il faut connaître évidemment l'anatomie, hein, la morphologie étant finalement un petit peu une anatomie en mouvement sur le vivant. Donc la lecture du corps est très très changeante en fonction des mouvements que l'on fait. Il s'agit de reconnaître effectivement dans chaque petite lumière, petite ombre différente, quel muscle là ou quelle partie osseuse ou tendineuse a joué et à laquelle de ces parties ça correspond. Donc je me sers du dessin pour ça. Et puis si je leur enseigne en leur apprenant à observer tout en parlant d'anatomie aussi et de morphologie, l'histoire de la représentation du corps humain à partir de la préhistoire jusqu'à je l'arrête au XVIIe compris. Donner un sens aux œuvres d'art qui ont trait au corps humain et puis en faire une lecture morphologique. Donc ça c'est sous forme de projection. Ouais, Monsieur Lebeau, merci pour cet entretien. Peut-être donner aux auditeurs 2 ou 3 sites internet où on peut retrouver vos différentes œuvres. Le mieux, c'est peut-être d'aller sur mon site qui paraît un peu succinct au départ, là, www.lebobataché.com. Fait fonctionner l'ascenseur de l'ordinateur là, et puis en bas, on a des liens, des espèces de petits carrés avec des liens vers des sites qui permettent de mettre beaucoup de toiles en ligne. Donc il y a Pinterest, Tumblr, etc. Donc là, sur Pinterest, je dois en avoir à peu près 400 images. Et puis il y a la page Facebook aussi où on peut soit me demander comme ami si vous voulez et suivre à ce moment-là cette page. Je m'en sers de page professionnelle pour montrer un petit peu l'actualité de ce que je fais. Voilà. Peut-être le meilleur endroit où aller, c'est ça, c'est ce site, c'est le mien, quoi, lebeau.com. À bientôt. Merci à vous.